Écoute, je t'appelle parce que là j'ai une bonne nouvelle. J'ai réussi à avoir un entretien d'embauche là. J'ai eu l'employeur ce matin là, il veut me voir, donc ça se passe plutôt bien. Bah, pour moi c'est bien quoi, mais tu sais, c'est pour mes parents que ça va pas très bien passer en fait. Donc, Je m'appelle Guillaume, j'ai 22 ans. Je suis atteint d'une maladie de Charcot-Marie-Tooth, de type 1A plus précisément, qui atteint le système nerveux périphérique, à ne pas confondre avec une maladie de Charcot qui est une pathologie totalement différente. Voilà, j'ai cette maladie depuis mon plus jeune âge, donc je suis né avec et j'en ai conscience depuis très longtemps. Je vis assez bien avec cette maladie malgré tout. J'ai des difficultés évidemment, j'ai des problèmes d'équilibre, j'ai des problèmes de force, tout ça. Mais je vis plutôt bien et j'ai pas mal de loisirs comme la musique, la mécanique ou des choses comme ça. Mon père étant atteint de la maladie que j'ai, il a donc une connaissance des symptômes et il la vit tous les jours. C'est une maladie génétique et héréditaire, donc qui se transmet de génération en génération. Lorsque l'on a un parent atteint de la maladie, on a de grandes chances de l'avoir. Ça, il ne faut pas faire de guitare quand on a une CMT. Bon, je crois qu'il faut éviter ça. Hein. Ça demande, mine de rien, pas mal de force dans les mains. Hein. En fait, le gros problème, c'est pour les problèmes de mauvaises habitudes. Parce que quand tu joues d'un instrument, il y a des bonnes habitudes à prendre que tu ne prends pas quand tu es autodidacte et qui te permettent d'économiser tes articulations et tes muscles. Guillaume a toujours eu des choix d'orientation professionnelle que je ne partage pas tout à fait. Lorsque l'on a une CMT, le choix du métier est plus difficile que dans le cas d'une personne valide, puisque nous avons des difficultés physiques, donc le choix du métier doit être fait en fonction de ça. Notamment le métier que je veux faire actuellement, qui est transporteur routier, et donc ça nécessite quand même le déchargement de marchandises et autres. Je suis passé par une situation identique quand j'avais son âge. Et moi, je me suis battu pour faire des études supérieures parce que je sentais qu'il y avait un gros point d'interrogation sur mon avenir. Je ne savais pas comment la maladie allait évoluer. Certains choix, oui, je l'encourage, mais d'autres, non. Quand il me dit qu'il aimerait être routier ou des choses comme ça, je lui dis que je ne pense pas qu'il faut qu'il choisisse ça, parce que je pense que ça sera trop dur pour lui, ça c'est sûr. Et je pense qu'il n'aura pas assez de force avec le temps pour faire ce genre de choses, enfin à mon avis. Donc ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il faudrait mieux pour lui un travail de bureau ou un travail en tout cas pas trop physique. Moi, je pense que la première question à se poser quand on est CMT, c'est pas tout de suite se dire « faut que je commence à trier », c'est d'abord se dire quel métier je veux faire. Et à partir de là, en ayant ça à l'esprit, je pense que là, oui, il faut faire entrer la maladie en jeu et réfléchir en fonction de ça. Il ne faut pas faire les choses à l'envers. Il est passionné d'un certain nombre de choses, par exemple de musique, d'aéronautique, de mécanique. Tout ça, ça demande d'utiliser les muscles des mains, d'avoir des gestes fins, tout un tas de choses qu'il risque de perdre assez vite. Donc je le lui ai expliqué, il l'a parfaitement compris, mais son choix reste le même. Donc moi, je ne m'oppose pas. Si un jour il a un problème dans le métier qu'il choisit, il faudra qu'il se réoriente. C'est le seul problème qui peut lui arriver. Alors, ça s'est bien passé sinon ton entretien hier soir? Oui, très bien. Oui. Ça a l'air sympa, j'ai fait un petit tour avec lui en plus en camion. On a fait quelques manœuvres, on a fait un peu de route. Quand on a une CMT, on a des muscles qui ont tendance à moins bien marcher, on perd en force musculaire, et d'autre part, on a des troubles de la sensibilité, indépendamment du fait qu'on peut en plus avoir des douleurs. Le fait d'avoir des muscles qui marchent moins bien va entraîner un certain nombre de complications en fonction des muscles qui sont plus ou moins paralysés. D'un point de vue déformation, équilibre et tout ça, j'ai quand même des difficultés par moment à me déplacer, c'est pas évident. Et puis surtout, j'ai des répercussions sur le squelette. C'est très difficile de dire ça risque d'être difficile plus tard. Ça, on a très peu de critères de savoir ce que sera la gêne, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Donc c'est très difficile de faire un pronostic pendant toute une vie durant d'un effort moteur important. Donc l'orientation professionnelle
est encore plus difficile à bien faire dans ces affections dites peu invalidantes que quand on connaît de manière plus certaine la perte de la force musculaire. À l'heure actuelle, il n'existe pas de manière démontrée, prouvée, de traitement curatif. On ne sait pas réparer ces nerfs qui ne marchent pas. Donc toutes les mesures thérapeutiques avancées sont des mesures symptomatiques. On traite les symptômes. La prise en charge, elle est forcément multiple, complexe, et elle est collective. Quand je dis collective, c'est que forcément quelque chose que l'on fait avec le patient. C'est pas les patients, les soignants d'un côté, et puis les soignants vont faire des trucs et le patient. C'est forcément un projet qu'on a défini ensemble. D'abord parce que la prise en charge, elle dépend de l'objectif du patient. Donc le patient, il vient nous voir parce qu'il a une gêne, il a des objectifs de vie, et nous, on a besoin de l'aider au mieux pour répondre à ses objectifs de vie. Ça va mieux ton dos? Oui, ça va beaucoup mieux. Bon, parfait. Il faut jouer sur tous les registres. Donc il y a des registres qui sont des registres de maintien des possibilités fonctionnelles. Ça veut dire tout l'entretien physique. Il y a une vraie rééducation et un entretien de ses capacités motrices à faire. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a une CMT qu'il faut qu'il arrête de faire, entre guillemets, de la gymnastique. Si ce n'est qu'il doit faire la gymnastique adaptée à sa situation, adaptée à son corps, adaptée à sa maladie, mais il doit continuer à s'occuper de son corps. Vas-y, penche-toi en avant. Non, il ne s'agit pas de faire attention à tout quand on est atteint d'une CMT, surtout le type de CMT de Guillaume, qui vit quand même une vie tout à fait normale. Bien sûr, il a cette maladie qui va le limiter, mais il connaît ses limites et il vit le plus normalement possible avec. Voilà, tu vas essayer de rester un petit peu en l'air et d'avoir un mouvement rapide au début. Si on veut avoir un effet plus étirant, alors là, par contre, tu marches comme les Sherpas dans la neige, vas-y. Vas-y. Voilà. La kinésithérapie doit se pratiquer doucement, en fonction de l'état de douleur du patient, de ce qu'il peut faire, des amplitudes qu'il arrive à atteindre. Il ne doit jamais être forcé. Voilà. Guillaume connaît bien ses limites et on le fait ensemble. Il y a parfois des séances qui sont beaucoup plus longues que d'autres. Vas-y doucement. Et ça, je respecte son état de fatigabilité et son état douloureux. Mets les bras le plus possible en arrière. Vas-y, penche-toi en arrière. Ce qui est douloureux dans la CMT, c'est surtout les problèmes articulaires, les musculo-squelettiques. La kinésithérapie a un effet antalgique, le recentrage articulaire a un effet antalgique. Tu plies un peu ta jambe. Le conseil, c'est d'aller voir au début souvent un kinésithérapeute et ensuite, en fonction de l'évolution et des résultats obtenus, déterminer la fréquence des séances. Il y a une multitude d'aides techniques. L'aide technique, ça peut aller de ce qu'on appelle les orthèses. L'orthèse, c'est pour suppléer des muscles à l'extérieur, jusqu'à des chaussures orthopédiques qui sont quasiment des prothèses parce qu'elles sont montantes et elles peuvent vous fixer complètement votre pied. Et puis, dedans, vous avez également toutes les petites aides techniques, notamment ce qu'on appelle toutes les aides techniques pour les orteils, les orthoplasties. Moi, je pense que la règle du jeu sur l'aide technique, d'abord, c'est que là encore, on ait bien compris quelle était la gêne. Et puis ensuite, il y a effectivement un travail très important avec l'appareilleur et l'équipe de rééducation pour la bonne confection de l'aide, parce qu'une aide, elle doit aider, elle ne doit pas faire mal. C'est pas si simple que ça prend du temps, il faut faire des essais, il faut accepter de retravailler. Tu remarques que les patients, de temps en temps, ils ne comprennent pas qu'on ne réussisse pas du premier coup, mais c'est pas facile. Quand on fait des tests, on le fait sur des petites distances, on ne le fait pas assez dans la vie. Donc c'est vrai qu'une aide, on va se rendre compte si elle est vraiment utile quand la personne, elle sera dans la vie. Et dans la vie, ce n'est pas pendant une période de consultation. Dernier point, il ne faut pas ne plus se réinterroger. Moi, je suis frappé du nombre de patients que je vois qui ont des chaussures orthopédiques, ça fait 20 ans, c'est toujours les mêmes chaussures et tous les ans on les renouvelle. Ben non, il faut se re-questionner parce qu'une aide technique, parce qu'elle a besoin peut-être d'évoluer. Pourquoi? Parce que le patient et sa déformation ou sa gêne évolue, ou son besoin évolue, et parce que le matériel peut changer. Pour l'avenir, pour préserver mon squelette, pour préserver mon pied, ma cheville, j'ai décidé de me faire opérer du pied gauche. Je me suis fait opérer par le docteur de Normandie, à Garches, et je récupère très vite et j'ai retrouvé un pied stable,
assez joli globalement. Et avec cette opération, je peux espérer faire le métier de transporteur que je veux faire. Moi, je pense que dans la vie, il faut faire son choix de vie. C'est ça qui compte. Ensuite, il faut qu'on voit des adaptations. Mais on peut faire beaucoup de métiers, dont chauffeur routier, même si on a certains muscles paralysés du pied. Voilà, il y a des adaptations, il y a plein de possibilités possibles. Il y a toujours du peut-être dans la vie. Et c'est cette gestion du peut-être qu'il faut essayer de faire ensemble. Et quand on dit coordination autour de ces maladies, ben oui, il y a l'orthopédiste qui dit ben moi je vais t'apporter ça à tel âge. Si à tel âge tu as ça, ben je ferai ça. Voilà, c'est cette discussion qu'on remet sur le plateau tous les 6 mois, tous les ans. Et on voit l'évolution. Les enfants évoluent beaucoup, les adultes évoluent aussi, la vie évolue aussi. Et un suivi qu'on va essayer de faire ensemble pour faire un peu moins d'erreurs que ce qui était fait il y a 30 ans. Quand j'ai des difficultés à la maison, j'aime bien me dire bon, je vais prendre ma voiture et puis je vais aller en Dordogne. C'est une route en plus que j'ai fait très très souvent et que je prends toujours autant de plaisir à faire. Et j'aime bien aller voir mon grand-père parce que ça me permet de m'évader, ça me permet de me sentir bien, ça me permet d'arriver dans un lieu beau et calme. Mon grand-père a 89 ans et il a une CMT comme nous depuis son plus jeune âge, depuis tout petit. Mon grand-père a été boucher avec ma grand-mère, ce qui n'est pas forcément un métier des plus physiques, mais qui nécessite quand même quelques ressources. Et malgré ses difficultés, malgré son handicap, il a toujours réussi à assurer son métier avec autant de force, je pense, qu'un autre. Bah quand même, il serait pas à 15 mois. Allez, santé. La CMT est une maladie qui n'empêche pas d'être heureux, qui n'empêche pas de vivre vieux. Vous avez vu mon père qui a 90 ans. J'ai même une tante qui a vécu jusqu'à 95 ans avec une CMT sans problème. Et c'est une maladie également qui n'empêche pas d'avoir une vie familiale normale. Actuellement, j'ai une vie affective. J'ai rencontré donc une personne depuis peu avec qui je me sens très bien. Je me rends compte que justement, que je suis capable de recevoir beaucoup de choses, puis que je suis capable d'en donner aussi. Voilà. On y arrive et on s'épanouit autant que d'autres. Voilà. Et je m'épanouis actuellement autant qu'un autre. Le regard de l'autre, oui, c'est un problème récurrent qui revient très souvent, que j'ai vécu moi-même. Je connais beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés, qui ont la même maladie que moi, qui en souffrent beaucoup, peut-être même plus que l'aspect physique de la maladie. J'encourage le plus possible de jeunes à se dire qu'ils vont de toute façon se sortir parce qu'ils vont finir par rencontrer des gens qui leur verront leur vraie valeur et qui verront que s'ils n'ont pas de force dans les bras, ils en ont ailleurs. Donc je pense qu'il faut rester courageux de ce côté-là et puis surtout, il faut prendre beaucoup de distance par rapport à ça. On peut constater maintenant que des personnes atteintes de CMT vivent certainement beaucoup mieux maintenant qu'il y a 30 ans parce qu'on s'est bien occupé de leur hygiène de vie. Si on a une excellente hygiène de vie, un excellent état général, on supportera d'autant mieux sa neuropathie avec ses retentissements moteurs et exceptionnellement respiratoires. Il faut qu'on finisse de ranger ce tas de bois là, où on va le monter là-haut. Oui, parce qu'il sera plus près de la cheminée cet hiver, ça évitera d'avoir à courir jusque-là, descendre les escaliers à chaque fois. Sur l'hygiène de vie, il y a également le fait d'apprendre, et ça c'est un rôle important également des soignants, à se ménager, à ne pas faire non plus des gestes inutiles ou des fatigues inutiles. Il y a une vraie réflexion là encore, qui est une aide importante, notamment des kinés et des ergothérapeutes, d'arriver à également dompter un peu son environnement et se dompter un peu soi-même pour dire de temps en temps, il y a peut-être des choses inutiles que je fais, c'est pas la peine que je m'use à faire telle activité, je pourrais le faire de façon plus simple. Les progrès ont été considérables. Maintenant, le diagnostic est porté relativement facilement. Je dis bien relativement parce qu'il y a tout un tas de formes de CMT et certaines sont encore difficiles à déterminer. Mais pour ce qui est de la recherche, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment depuis peu de temps. Il y a 3 grandes pistes. L'une qui a fait l'objet d'un essai clinique dont on connaît maintenant les résultats.
Une autre piste qui est au stade expérimental, avec des résultats intéressants chez l'animal. Et une troisième piste qui, elle, est sur le point d'aller en clinique, avec des résultats expérimentaux aussi très encourageants. Première piste, celle qui concerne l'acide ascorbique, ce qu'on appelle plus communément la vitamine C, a fait l'objet d'un essai qui a duré plus d'1 an, avec une dose qui n'a pas eu d'effet et une dose qui a eu un effet. Malheureusement, dans la conception de cet effet n'a pas pu être mis en évidence de manière statistique. C'était un critère composite à la fois, qui comprenait à la fois un critère clinique et un critère dit électromyographique, c'est-à-dire des enregistrements d'activité électrique. Et le critère électromyographique n'a pas été modifié par le traitement, alors que le critère clinique l'a été. Mais d'un point de vue strictement réglementaire, à partir du moment où c'est le critère composite qui a été mis en avant, l'essai n'est pas concluant dans ce sens-là. Alors que sur le plan clinique, il y a manifestement des effets bénéfiques qui ont été enregistrés. Il n'est pas recommandé d'administrer de l'acide ascorbique aux doses utilisées en continu pour l'essai. De toute façon, à forte dose, ça peut créer des calculs rénaux et des choses comme ça. Mais pour et ça m'amène à évoquer le problème de l'automédication, parce que c'est vrai que très naturellement, on a tendance à dire je vais prendre de la vitamine C. Ici, il s'agit d'un médicament, ce n'est pas quelque chose de neutre, et donc il faut être extrêmement vigilant sur ce qu'on veut en faire. D'où l'importance des essais cliniques. Ce n'est pas pour rien que ces essais sont entrepris, c'est à la fois pour évaluer l'efficacité et le risque toxique. Au moins ça bouge, au moins il y a des choses qui se passent, et ça se multiplie dans le monde entier. À partir de là, c'est quand même un gros espoir pour les malades. Peut-être pas ceux de mon âge, mais les générations d'après. Maintenant, il y en a d'autres, effectivement, auxquels il faut penser aussi, que ce soit des produits qu'on trouve dans l'alimentation, comme la curcumine, ou un concept un peu nouveau, que Daniel Cohen, qui en est le concepteur, appelle la pléiothérapie. Le principe repose sur l'utilisation combinée de molécules, des médicaments qui sont déjà autorisés, approuvés, dont on connaît parfaitement les avantages et les inconvénients, mais qui, utilisés en combinaison, peuvent s'adresser très précisément à des mécanismes qui sont mis en jeu dans la maladie. Les molécules isolément ne marchent peut-être pas, mais par contre en combinaison, elles peuvent marcher. Là, on va aller voir ma sœur aînée, donc, qui habite à Mérignac et qui a une petite fille depuis 1 an et quelques mois. Ma sœur est atteinte de la même maladie que moi, avec des symptômes certes plus légers. Elle vit donc la maladie d'une façon un petit peu différente de moi. Elle la vit avec un peu plus de distance, puisqu'elle est peu gênée par la maladie globalement. Plus ou moins toujours vécu en ayant l'impression de ne pas l'avoir, et aujourd'hui plus que jamais en fait. Ça me gêne en rien, je marche beaucoup, je fais de la randonnée, je fais de la natation. Alors oui, je ne suis pas musclée comme tout le monde, et oui, j'ai tendance à mettre mes pieds dans le sable quand je vais à la plage, mais, mais sinon voilà, ça s'arrête là, je le vis très très bien. Il ne m'en avait pas parlé directement de ce projet donc d'être chauffeur routier. Je sais qu'il tâtonne assez en ce moment, donc il essaie de voir un petit peu tout ce qui peut s'offrir à lui. Il n'est pas non plus extrêmement atteint, donc je pense que quel que soit le métier qu'il veuille faire, il peut toujours le tenter. Si un jour il est gêné par sa maladie, il sera toujours temps de se réorienter. De toute façon, je ne vois pas pourquoi il se fermerait des portes à cause de ça. À tout à l'heure. Bonne chance. Merci. Ces derniers temps, je ressens en effet vraiment le besoin, oui, à mon âge, là, 22 ans, de vraiment rentrer dans une vie professionnelle, dans une vie d'adulte pleinement et de m'assumer totalement et d'être autonome, voilà, responsable, autonome et voilà, tout simplement. Je n'ai que 22 ans, donc je suis encore assez jeune. J'ai des inquiétudes, comme tout le monde, mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas plus peur qu'un autre. Moi,
Moi, ça ne me dérange pas d'engager quelqu'un qui a la CMT, d'autant plus que maintenant, ils font des camions, enfin, ils fabriquent des camions avec une boîte automatique, donc qui permet de se servir du pédalier beaucoup moins qu'avant. Moi, personnellement, en tant que chef d'entreprise, j'essaye de prendre des personnes qui sont motivées et je vois que M. Subrenat a les attitudes et les motivations pour. En tout cas, mon cher Guillaume, bonne route. Je suis absolument certain que ça posera aucune difficulté et que tu y arriveras.